Bonjour à toutes et à tous. Ici Farzin Gazerani, conseiller pédagogique au Centre de pédagogie universitaire. J'animerai cet après-midi notre deuxième table ronde consacrée à l'intégration des nouveaux étudiants dans leur programme d'études. Je vais encore peut-être attendre petite minute parce qu'il y a encore des gens qui entrent dans le webinaire. Et à ce moment-là, je commencerai à présenter nos invités. Encore bienvenue dans cette table ronde consacrée à l'intégration des nouveaux étudiants dans leur programme d'études. Donc, pour discuter de cette question, j'ai l'honneur d'accueillir deux invités. Julie Verdi, conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Bonjour Julie. Bonjour. Et Pierre Larouche, professeur titulaire et vice-doyen à la faculté du droit. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui. Alors, donc, bon, vous connaissez un peu cette problématique, cet enjeu de garder les étudiants motivés. Et ceci est surtout valable pour les étudiants de la première session, de première année, pour qui l'université est un nouveau milieu. Mais ça fait quand même des années qu'on parle de la pédagogie de la première session, mais on ne sait pas exactement vraiment c'est quoi cette pédagogie et quelle différence elle fait avec les autres types de pédagogie. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Julie? Donc, la question à savoir qu'est-ce qu'on entend par pédagogie de première session. Donc, en fait, c'est toutes les activités qu'on va mettre en place pour accueillir les nouveaux étudiants à l'université. Puis on va parler de tout ce qui se fait à l'intérieur de la classe puis à l'extérieur de la classe. Vraiment, donc les activités qui vont viser l'intégration des nouveaux étudiants. Parce que ce qu'on se rend compte, ce que la littérature nous dit, c'est que quand on met vraiment l'emphase pour accueillir les étudiants, pour amoindrir le choc, qu'on va avoir un meilleur taux de persévérance, un meilleur taux de diplomation, dans un contexte où parfois la rétention peut être difficile à l'issue d'une première année, où est-ce qu'on voit qu'on est en perte d'étudiants, bien, ça vaut la peine justement de se pencher sur une pédagogie qui est adaptée, avec deux maîtres mots, puis on va y revenir au cours de la table ronde, qui sont l'explicitation et la concertation. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que cet épisode-là, qui on va appeler la période de transition, puis qui est jugé critique, justement, parce que c'est là que les étudiants vont se rendre compte s'ils se retrouvent ou non. Puis justement, donc si on a une pédagogie qui est concertée, puis qui est adaptée aux besoins de ces étudiants-là, on risque de s'en sortir gagnant. Merci beaucoup, Julie. Pierre? Oui, donc j'abonde dans le même sens que Julie, bien sûr. Donc, il y a la question, si on regarde d'une manière étroite dans la première session, le but, c'est d'assurer l'arrimage entre l'étudiant et le programme d'études. Donc, nous, c'est de convaincre nos étudiants, bien, vous avez fait le bon choix de venir en droit, c'est un bon programme, vous allez réussir, c'est bon pour vous. Et de manière plus large, bien, c'est l'acclimatation à l'université comme milieu de vie, hein, parce que c'est une période spéciale dans la vie des étudiants. Et on a des défis particuliers à la faculté de droit qui sont partagés avec d'autres facultés. Nous, en plus, la matière est nouvelle. Il y a peu de gens qui ont fait du droit avant d'arriver à la faculté de droit. Ils ont peut-être fait un certificat. S'ils arrivent du cégep, ils ont rarement fait plus qu'un cours qui prétend être un cours de droit. Donc, c'est une matière nouvelle. Donc, il faut partir à zéro, puis on se pose la question dès le premier semestre, comment placer les blocs, les fondations au bon endroit, s'assurer que tout est correct pour les 2-3 prochaines années et pour la carrière. Ensuite, on a un groupe mixte. Donc oui, on a des cégepiens, c'est à peu près la moitié du groupe, mais maintenant, il y a la moitié des étudiants de première année qui ont déjà un parcours universitaire. Donc, s'assurer que tout ça, ça gèle, que ça prenne, que les liens s'établissent, puis qu'il n'y ait pas de ségrégation entre les groupes d'âge. On sait aussi en droit que le réseautage est très important. C'est probablement vrai dans toutes les facultés, mais nous, on a 5 sections en première année qui font toute la première année ensemble. Et
les gens reviennent à la faculté pour s'adresser à nos étudiants 20 ans, 25 ans plus tard et se souviennent encore, j'étais dans la section A, j'étais dans la section C. Donc, c'est des liens très importants qui sont tissés tout de suite au début. C'est très important de s'assurer que ça se passe. Et un autre gros problème qu'on a en première session, les études de droit sont assez sélectives, la cote R est élevée, donc on a un paquet d'étudiants et d'étudiantes qui étaient premiers de classe, où il ou elle se trouvait auparavant. Il faut leur faire comprendre que, bon, c'est pas tout le monde qui peut être premier de classe. Donc, il faut que la majeure partie des étudiants s'habituent à être à un autre endroit que là où ils étaient ou là où ils étaient auparavant. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Écoutez, on a maintenant une meilleure compréhension de ce qui est la pédagogie de première session. Mais on comprend que dans le contexte actuel, avec la crise sanitaire, on ne peut pas peut-être mettre en place les mêmes stratégies d'intégration qu'on mettait en place les années précédentes. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les défis, en fait, pour l'intégration des nouveaux étudiants dans le contexte de COVID-19? On peut commencer... Oui? Mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent parce que pour tout le monde, hein, avec le contexte de distanciation, avec une espèce de point d'interrogation qui vient, c'est vraiment un défi pour tout le monde. Il reste que, puis quand on a parlé un petit peu, le sentiment d'appartenance puis le sentiment d'inclusion, ça va être vraiment ça qu'on va vouloir aller chercher. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire dans un contexte de distanciation? Une des choses à savoir, c'est que plus on connaît, bien, dans la littérature, on va nous dire de connaître les points de rupture entre le cégep et l'université, donc être au fait de quelles sont les différences. Et comme Pierre disait, on n'aura pas juste des étudiants qui vont nous venir de l'université. Cela dit, c'est de vraiment faire comme une réflexion sur quel est notre programme puis quelles sont nos attentes. Alors, vu que, bon, il n'y aura pas nécessairement là, de visite sur les lieux puis tout ça, là, on va miser sur l'accueil et sur les premiers cours et sur les introductions de façon très explicite. Donc, dire aux étudiants ce qu'on s'attend d'eux, dire aux étudiants quelle est la culture. Les défis vont rester les mêmes dans ce sens où la littérature, ce qu'elle nous dit, c'est que les étudiants, en général, les grandes difficultés de la première session, Pierre en a parlé un petit peu, c'est quatre éléments. Là, c'est les compétences et les connaissances préalables. Donc, parfois, ils vont leur manquer quelques éléments. Tantôt, on pourra avoir des moyens plus précis, plus concrets pour venir toucher à ça. Là. Mais donc, ça va être au niveau des connaissances et compétences. À distance, puis on l'a répété souvent, faut que les choses soient claires, faut que les choses soient accessibles facilement, pour que justement l'étudiant qui risque de se ramasser dans une marée d'informations puisse se retrouver de façon la plus efficace possible. Évidemment, c'est des stratégies d'apprentissage, des stratégies d'autorégulation qui vont changer. Donc, tantôt, quand on disait de faire la différence entre le cégep et l'université, une grande différence, c'est vraiment la charge de travail. Donc, dans tout ce qu'ils vont recevoir là, comme information, il y a ça qui les préoccupe beaucoup, les étudiants. Donc, il y avait la taille du campus, il y avait la charge de travail académique. Donc, l'ampleur des lectures, l'ampleur des travaux, parfois l'adaptation à une nouvelle langue. Alors, ça, c'est quelque chose à se soucier là, quand on leur présente tout ça. La taille des groupes peut être un choc pour les étudiants. Alors, ça, encore une fois, bon, on verra les moyens, là, peut-être de diviser les groupes dans les premières rencontres pour ne pas faire une rencontre de 3 heures avec 300 personnes. Ensuite, un gros enjeu, ça va être les plateformes. Donc, les étudiants au cégep, généralement, ou dans une autre université, mais au cégep, ils étaient beaucoup sur Omnivox. Ils vont arriver dans un environnement où est-ce qu'ils vont avoir synchro, est-ce qu'ils vont avoir toutes sortes de plateformes à s'approprier. Donc, ça, il faut avoir dans la pédagogie de premier cycle, quand je disais tantôt une concertation puis une explicitation, de vraiment trouver un moyen de faire en sorte que l'étudiant, les informations sont présentées de façon très claire. Tout ce qui est la pondération des examens, le régime pédagogique, donc de passer dans des notes littérales, c'est quoi les cas là, de reprise en cas d'échec. Donc, c'est toutes des choses à expliciter au début. Puis l'autre chose aussi, c'est que
ça demande vraiment beaucoup d'autonomie, on le sait, là, à la distance, puis tout ça. Et puis, autant on leur parle d'autonomie depuis longtemps au cégep, mais là, c'est vraiment, on parle d'indépendance. Puis on a un peu l'impression on les reçoit à l'université qui devraient tout savoir ça, mais ça vaut vraiment la peine de revenir sur ce que je disais tantôt, ce qu'on s'attend d'eux, vérifier si les compétences et connaissances préalables sont acquises, miser un peu sur les stratégies d'apprentissage, leur parler de la norme, comment ça se passe, et la norme culturelle du programme dans lequel vous êtes, et la norme institutionnelle. Et puis, évidemment, il y a les situations personnelles des étudiants qui comptent beaucoup là, dans les enjeux. Là. C'est sûr que comme enseignant, comme professeur, on ne peut pas tout gérer, mais évidemment, quand je parlais de concertation, là, c'est de s'adjoindre aussi les SAE, puis être capable, comme enseignant, pas nécessairement de soutenir tout le monde, mais de les référer au bon endroit assez rapidement. Merci beaucoup. Julie. Alors, Pierre, je vous laisse répondre à cette question et peut-être de donner un peu plus de précision, peut-être dans le contexte de la faculté de droit aussi. Est-ce qu'il y a des défis qui se sont ajoutés? Oui. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de défis qui se retranchent ces temps-ci. Donc, je pense que tout le monde a le même point de vue, puis on le voit lorsqu'on parle aux collègues d'autres universités. C'est clair que dans la mesure où on peut faire du présentiel, on a donné priorité aux nouveaux étudiants. Puis je pense que, il s'agit de leur donner au moins un petit goût de qu'est-ce que c'est de venir à l'université, qui voient au moins le milieu de vie, les édifices, les salles de cours, et qui rencontrent d'autres étudiants, qui rencontrent les professeurs. Donc, c'est certain qu'une bonne partie de la stratégie, c'est de concentrer les moments de présentiel pour les étudiants de première année. Donc, on est encore en train de préparer ce qui va se passer, mais il y a une coordination avec l'association étudiante. L'association étudiante met sur pied un programme d'accueil qui va être essentiellement en ligne. Tous les collègues, on est en train de préparer des capsules pour se présenter à travers l'association étudiante. On a toujours eu en droit un cours spécifique en première semaine qui s'appelle le cours Intro au droit. Et c'est le cours qui est justement censé faire le pont entre ce qui s'est passé avant et l'entrée à la faculté. Donc, c'est une semaine où on montre aux étudiants qu'est-ce que c'est des études en droit et quelles sont les choses qui vont peut-être être prises pour acquises dans les cours qui s'en viennent tout de suite, mais on va se donner le temps de le faire de manière explicite. Et ce cours-ci, donc au mois d'août, encore une fois, sous réserve de disponibilité des salles, on va essayer de le donner en hybride. Donc, de faire venir des étudiants pour au moins une partie du cours Intro au droit. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Le cours lui-même a une formule nouvelle. Et ensuite, on va essayer d'avoir les cours de première session en multimodal. Donc, de faire venir les étudiants à toutes les 4 semaines, ou peut-être plus, si la capacité des salles est augmentée, pour assister à un petit bout de leur cours en présentiel. Et le défi qui se dessine déjà, puis encore une fois, j'imagine que c'est ce que les collègues ont entendu dans leurs facultés respectives. Moi, c'est remarquable depuis 2-3 semaines, le message de tous ceux qui font la session d'été, qui est une session en distance du début à la fin. On nous dit qu'il y a beaucoup de décrochage, il y a beaucoup d'absentéisme. Je crois que ça correspond à la littérature aussi sur l'enseignement à distance. Donc, un gros défi cet automne pour les premières, mais pour toutes les autres années aussi, ça va être d'éviter le décrochage, d'éviter de se retrouver sur Zoom avec 30 étudiants sur 90. Là. Très bien, merci beaucoup. Alors, Pierre, vous avez parlé un peu peut-être des dispositifs pris par la faculté de droit. Mais la question suivante, en fait, concerne les mesures prises de façon plus globale ou les recommandations de la part de l'Université de Montréal. Est-ce que l'Université de Montréal ou de toute façon, il y a des recommandations où il y a un cadre, en fait, pour proposer aux enseignants afin de nous assurer un peu plus l'intégration des étudiants de la première année? Donc, Julie ou Pierre, comme vous voulez. Pierre, est-ce que... Oui, Pierre. Oui, on suit ce qui se passe
au niveau universitaire. Donc, il y a un paquet de mesures qui arrivent, on contacte les étudiants en avance, ainsi de suite. Nous, du côté de la faculté, encore une fois, on va ajouter peut-être à ce qui se fait au niveau universitaire, mais je pense que c'est important d'informer les étudiants assez tôt de ce qui les attend cet automne et de manière assez claire, comme Julie le mentionnait. Donc, puis des questions dont on ne parlait pas auparavant, c'est-à-dire l'équipement informatique, comment se comporter dans une séance sur Zoom, même les fonctionnalités de base, les règles d'étiquette, puis leur dire, attendez-vous à être dans ce contexte-là à partir de septembre. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut, mais c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons, puis voici les nouvelles choses auxquelles vous devez penser. Je pense en particulier les questions d'équipement, les questions de disposition à la maison, et ainsi de suite. Les étudiants doivent se familiariser tout de suite avec ça et doivent comprendre les nouveaux enjeux. Maintenant, à la faculté aussi, donc comme je mentionnais, on essaie de faire des choses nouvelles. Donc, le cours d'introduction au droit, par exemple, va être présenté en formule de capsule préenregistrée avec des quiz, ainsi de suite, pour essayer d'attirer les étudiants, de rendre ça plus abordable. Et une partie va être en synchrone, en espérant qu'une partie du synchrone soit même en présentiel, pour quand même qu'il y ait un contact avec les professeurs. Pour nous, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'essayer de garder le cachet particulier du synchrone. Même si c'était sur Zoom, il y a quelque chose de spécial lorsque le professeur et les étudiants sont ensemble, puis on veut s'assurer qu'on continue à miser là-dessus. Et on essaie aussi, ça c'est une autre chose qui est pour moi très importante, mobiliser les enseignants pour qu'on utilise Studium à fond. Donc, on passe beaucoup de Zoom comme outil technique, mais en réalité, avant ça, il faut s'assurer que tout le monde est présent sur Studium, que Studium passe de la périphérie au centre de nos activités et que la démarche des enseignants soit coordonnée pour que les étudiants savent, pas besoin d'envoyer de courriel, pas besoin de me sentir perdu. Sur Studium, il y a toute l'information dont j'ai besoin. Donc, on fait un effort pour l'instant pour s'assurer que on retourne sur les bases de Studium, s'assurer que tous les enseignants sont au courant, on rafraîchit leurs connaissances et qu'on met Studium au centre pour que les étudiants aient ça comme point de référence. Merci beaucoup, Pierre. Allez-y, Julie. Ben oui, donc justement, dans ce qui est, en fait, au CPU, notre mission, c'est de soutenir l'enseignement, évidemment. Puis, donc, ce qu'on dit de mettre de l'avant et ce qu'on a vu dans certaines facultés, certains programmes, puis peut-être que vous le faisiez déjà, mais c'est justement de prévoir des activités de diffusion. Donc, le plus rapidement possible, que ce soit une fac, que ce soit sur Studium, que ce soit un courriel envoyé, mais vraiment avec les exigences, les méthodes qui vont être amenées, des étiquettes. Donc, tout ce que vous pouvez leur donner comme information, ce que disait Pierre tantôt, qu'on ne disait pas nécessairement avant et que je répète de ne pas prendre pour acquis qu'ils savent. Et puis, on va proposer, en fait, de faire des actions au plan d'équipe départementale. Ensuite, toutes les actions qui sont plutôt au niveau de l'enseignant lui-même dans sa classe. On va suggérer, comme on disait tantôt aussi, de s'associer les associations étudiantes pour que le message soit cohérent et qu'il ne soit pas non plus répétitif. Dans un cas comme ça, tant mieux si on peut justement prioriser les étudiants de première année pour faire du présentiel le plus possible. Sinon, ce qui est vraiment suggéré, c'est de se trouver des moments où il va y avoir, comme on peut l'appeler le mot qu'on veut, mais des genres de cliniques. Par exemple, on se réserve un 45 minutes dans un cours où est-ce qu'on dit, bon, vous pouvez venir, tous ceux qui ont besoin d'échanger ou on refait le tour des outils, passer du temps sur les termes qu'on utilise dans le programme. Donc, des fois, on a comme l'impression que parce que c'est pas un 3 heures de cours, c'est pas un bon investissement, mais bien au contraire, vu que justement, on a à combattre un peu ça, c'est comme notre ennemi à abattre, la perdition. Donc, de vraiment prendre des temps, c'est ça, où est-ce que, puis c'est pas tout le monde peut-être qui va se présenter, mais les quelques-uns qui se sentent peut-être un peu plus largués, d'en profiter, de faire venir des étudiants. J'ai vu sur des sites d'universités américaines où est-ce qu'ils faisaient des lounges, ils appelaient ça des lounges, donc à certaines portions de la session, c'est soit que c'est des regroupements d'étudiants ou que ça peut être justement des regroupements avec des profs où on peut aller capter ça, là, où est-ce que les étudiants peuvent se sentir pris dans une marée puis qui n'osent pas lever la main dans un cours.
mais que ça soit des moments dédiés. Puis encore une fois, que tout soit bien annoncé à l'avance pour que les étudiants aussi, un des enjeux à distance, c'est de se développer une routine, une certaine autonomie, mais pour les aider là-dedans, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et que cette cohérence-là soit clairement affichée. Alors, prioriser Studium ou Medcours, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est comme si ça devient notre campus, un peu en quelque sorte, ce cours-là. Et puis, ça nous permet de colliger de l'information, puis pas avoir chacun des professeurs à répéter dans son cours ces informations-là et pouvoir référer les étudiants rapidement dans ces endroits-là. Merci beaucoup pour vos réponses. Je signale seulement à nos participants qu'il me reste une seule question à poser à nos invités et après, je vous donnerai la parole pour vos questions. Il y a parfois des questions aussi dans les questions et réponses. Donc, je les ai bien notées pour poser la question à la fin à nos invités. Mais une préoccupation de la part peut-être des professeurs. Pierre, vous êtes vous-même professeur. On a aussi plusieurs professeurs chargés de cours dans les participants. On a déjà une certaine inquiétude pour la session qui va se dérouler essentiellement à distance pour prendre les termes de l'université. Donc, comme enseignant, on peut avoir déjà un certain nombre de préoccupations. Mais ce qui m'inquiète aussi pour mes étudiants de la première année, je sais que l'université fait de son côté, il y a déjà un certain nombre de mesures. Qu'est-ce que moi, je peux faire concrètement en salle de classe? C'est-à-dire, si vous avez vraiment des trucs pratico-pratiques, des stratégies à mettre en place, sans que ça soit nécessairement chronophage ou qui demande énormément d'énergie de la part de l'enseignant. Qu'est-ce que je peux mettre en pratique dans ma salle de classe pour mon cours pour m'assurer que les étudiants ne vont pas décrocher? Pierre? Oui, je peux commencer. Donc, en fait, ce que je vais dire, ça ne s'applique pas nécessairement seulement à la première année, mais c'est plus général. Ce que je vois, moi, dans les contacts avec mes collègues, encore une fois, je suis sûr que c'est la même chose dans les autres facultés. On a d'excellents pédagogues à l'Université de Montréal. On a des collègues qui ont des décennies d'expérience et qui sont capables de captiver les étudiants, puis qui donnent en fait une bonne partie de la valeur ajoutée du séjour à l'université. Si j'ai pris le cours de Monsieur X ou de Madame Y, puis c'était génial. Et le problème, c'est que le charisme du présentiel, il passe pas très bien à distance. Donc, il faut penser un peu à l'approche. Puis j'essaie de dire aux collègues, puis on essaie de penser que c'est pas juste une question de passer sur Zoom au lieu d'être en salle de classe et de faire 3 heures. Ça fonctionnera pas nécessairement. Donc, c'est pas seulement une question d'apprendre la nouvelle technologie, il y a aussi une réflexion pédagogique à faire. Puis c'est difficile pour beaucoup de collègues parce que, on a une formule à succès qu'on utilise depuis des années. Les évaluations des étudiants sont au rendez-vous. Donc, pourquoi bouleverser cela? Le conseil que je donne personnellement aux collègues, c'est qu'il faut essayer de fragmenter le cours. Donc, on n'est plus, même si à l'horaire, c'est encore un 3 heures parce que c'est comme ça qu'on programme nos cours, non, il faut faire des petits fragments, des petites portions, varier l'approche pédagogique du magistral, du travail en équipe. On peut avoir des capsules préenregistrées aussi, ce qui peut aussi économiser du temps si on a plusieurs groupes. Faire des quiz, tout ça, puis essayer d'avoir une approche plus fragmentée qui nécessite de moins se fier à l'expérience passée, puis au charisme, puis de planifier un petit peu plus à l'avance. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est pourquoi moi, j'exhorte les collègues à essayer de penser à long terme, puis de se dire, dans ce que je fais maintenant, toutes les heures et les jours supplémentaires que je vais passer cet été, cet automne, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais peut-être garder lorsqu'on retournera en présentiel? Les capsules préenregistrées, peut-être que ça pourrait devenir une partie de mon approche pédagogique. Les étudiants commencent par ça, puis on fait une classe inversée. Les quiz, tout ça. Donc, essayer de penser un peu à long terme, je pense que ça rend le travail moins pénible en se disant qu'on fait quelque chose qui va améliorer ou qui va changer, disons, notre pratique pédagogique à long terme. Et personnellement, je crains,
j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner le multimodal cet automne, parce que ça sera vraiment un défi. Tous les collègues nous disent, puis je pense que ceux qui l'ont essayé l'ont ressenti eux-mêmes, c'est difficile de gérer un groupe sur Zoom. C'est aussi difficile de gérer un groupe en présentiel. Et là, on va avoir un groupe qui est en partie en présentiel, en partie sur Zoom. Je crois que ça va être un défi énorme pour les enseignants cet automne. Et personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai peur qu'on retombe trop facilement en mode classique où on regarde les étudiants qui sont devant nous, puis on dessert les étudiants, les étudiantes qui sont devant nous. Et ceux qui sont à distance se sentent un petit peu oubliés. Donc, ça sera peut-être un des défis cet automne. Merci beaucoup, Pierre. Julie? Oui, mais pour continuer à donner des trucs plus pratico-pratiques, là, évidemment, votre plan de cours, là, c'est une belle porte d'entrée d'indiquer clairement vos moments de disponibilité, puis c'est à vous à choisir la fréquence à laquelle vous répondrez, mais vraiment être très clair pour rassurer ces étudiants de première année-là. Vraiment super important d'expliquer la place de votre cours dans le programme. Ça a l'air banal, mais un des enjeux aussi pour les premières sessions, c'est toute la validation de leur choix professionnel. Donc, redire ce cours-là, il sert à quoi? Il va se rattacher à quoi plus tard? Il vient à, il est toujours le premier, là, mais vraiment, la place du cours dans le programme, c'est vraiment un petit élément à mettre. Donc, évidemment, être soucieux des craintes. Donc, on ne voit pas toujours le visage, c'est pas évident, mais donc, ce que je disais tantôt, peut-être prévoir des moments où est-ce qu'on peut échanger. Peut-être faire un 15 minutes avant une séance, un 15 minutes après une séance, ceux qui veulent rester puissent échanger. Faire des activités brise-glace, évidemment, ça, dans le document qu'on a produit, il y a des idées d'activités brise-glace qui permettent justement là, de créer des liens, de permettre aux étudiants de se connaître un peu mieux entre eux. Encore une fois, on a l'impression que c'est une perte de temps, mais non, ça fait vraiment partie du développement de l'engagement puis de l'intégration des étudiants. Parlez de vos méthodes pédagogiques. Donc, qu'est-ce que vous attendez de eux? Si vous utilisez de la collaboration, pourquoi vous vous attendez à ce qu'ils posent des questions? Donc, vraiment, encore une fois, expliciter, ça vous demande un peu une réflexion là, sur comment vous enseignez pour pouvoir le mettre de l'avant à vos étudiants qui sont parfois impressionnés par les études universitaires, d'autres fois non, mais de vraiment mettre de l'avant ce que vous faites. Pas avoir peur de conseiller vos étudiants sur des méthodes de travail. Donc, vous en avez, vous demandez peut-être si c'est les bonnes ou si c'est pas les bonnes. Il y a moyen d'aller se renseigner ou essayer qu'est-ce qu'ils proposent, mais cela dit, c'est bon de dire à vos étudiants, de redire, ouais, tu sais, vous pouvez peut-être étudier ensemble, créez-vous des groupes, des stratégies. Ils en ont toujours besoin. On pense qu'ils savent, mais ils ne savent pas nécessairement. Je le disais tantôt, revenir sur les termes qui sont utilisés, savoir si c'est bien compris à certains moments dans la session. Tantôt, on parlait aussi, comme étudiant, comme enseignant, on peut faire une première évaluation diagnostique. Donc, ce qu'on nous dit dans la pédagogie de première session, le but, c'est d'intervenir très tôt pour pouvoir combler les lacunes. Donc, on peut faire une évaluation avec des notions qu'on va utiliser, ce qui ne vaut pas nécessairement pour des points. C'est vraiment un diagnostic pour voir c'est quoi un peu le portrait de notre classe. Utiliser évidemment les forums électroniques, c'est des choses qu'on a déjà dites aussi dans les évaluations, faire des pratiques, oui, pour utiliser la technologie, mais un peu savoir quel type d'évaluation ils vont avoir à faire. Ça aussi, on le dit rapidement, là, ça, au cours de la session, la rétroaction est super utile. Donc, la rétroaction constructive qui permet à l'étudiant d'avoir des pistes sur quoi s'améliorer. Les étudiants s'attendent à ça, à avoir de la rétroaction, puis des fois, on y va vite parce qu'on en a tellement. Mais encore une fois, c'est un investissement en première session de la rétroaction de qualité qui donne un levier aux étudiants pour s'ajuster, favoriser la démarche réflexive aussi, poser des questions sur comment eux, ils apprennent. Julie, est-ce qu'il y a un document écrit? Oui! Parce que, voilà, vous avez des stratégies, astuces très intéressantes, mais est-ce qu'il y a un document écrit quelque part où on peut aller avec tout ça qui est résumé, oui. Puis la dernière chose, c'est qu'on nous dit souvent qu'en temps de distanciation, il faut utiliser les étudiants aussi comme des partenaires. Puis c'est vrai aussi, il ne faut pas l'oublier, là, on ne sera pas parfait, mais c'est vraiment des partenaires. Et puis, on peut utiliser les étudiants des autres sessions
en fait, pour faire du tutorat ou pour pouvoir nous soutenir parfois, puis soutenir les étudiants, c'est une formule gagnante. Alors voilà quelques trucs qui, on espère, comme tu disais, pas trop lourds, mais qui de façon concertée, généralement, a des bons résultats. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions cet après-midi. On a quand même plusieurs mains levées. Donc, j'invite Madame ou Monsieur Taravella à prendre la parole et à intervenir. Votre micro est actif. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et ces bonnes idées. Madame Verdi parlait tout à l'heure de cohérence aux différents groupes qui sont en contact avec les étudiants de première session. Ma question, justement, je vais être chargée de cours avec un groupe de première session, premier cours d'introduction à leur domaine principal. Je me demande, j'ai une bonne idée de ce que je vais leur dire moi en tant qu'enseignante pour ce cours en particulier, mais j'aimerais savoir, est-ce que je vais avoir accès à ce que la direction de programme ou la direction facultaire ou la direction universitaire auront déjà dit à mes étudiants pour que je ne les contredise pas et qu'il n'y ait pas de redite non plus. Je ne sais pas je pense que ça dépend des cultures, en fait, de chaque programme, chaque département. Cela dit, c'est vraiment une des suggestions que nous, on fait, c'est de créer un comité de première session. Donc, vraiment s'assurer, puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué, mais justement qu'il y ait une concertation. Alors, comme je disais, je pense que ça dépend des cultures, là, de savoir si... Alors, je peux voir avec ma direction de programme. Ma question serait peut-être plus pour vous. Alors, au niveau de l'université, y aura-t-il, par exemple, pour les étudiants, une page web ou quelque chose qui leur servira de référence que l'université va utiliser comme mode de communication générique pour les étudiants sur cet accueil et auquel nous, chargés de cours, comme n'importe qui d'autre dans le public, aurions accès? Je ne sais pas, Farzine, parce que je pense que c'est laissé quand même à chaque... En fait, le service aux étudiants, SAE, envoie des communications aux étudiants et nous, on y a accès. Souvent, on peut les consulter dans Urgence Montréal. Donc, et là, il y a vraiment une partie où ces communications existe déjà. Je sais que, par exemple, pour les étudiants internationaux, il y a des webinaires pour les préparer pour la session à venir. Donc, c'est plus de côté des associations d'étudiants ou des services aux étudiants que cela se gère. Mais ce qui est important, c'est que souvent dans les programmes ou dans les facultés, il y a des séances d'accueil qui se font normalement en présentiel, et à laquelle les enseignants sont souvent invités. Donc, ce serait bien de vérifier auprès du décanat ou de la direction du département, juste pour s'assurer quelles sont les informations déjà communiquées aux étudiants pour qu'il n'y ait pas justement de l'incohérence entre le discours de l'enseignant et le discours de l'institution. Parfait, merci beaucoup. Si je peux ajouter, il y a du travail à faire. Moi, ça fait partie de ce que je considère comme étant nos tâches à la faculté. S'assurer que lorsqu'on va faire venir les étudiants en multimodal, quand il y a un petit groupe qui vient le mardi pour assister à un cours, qu'on communique avec l'association des étudiants, avec la faculté en disant, si vous avez quelque chose à dire aux étudiants, s'il y a un message à passer ou si vous voulez juste les voir, ces étudiants-là sont là ce jour-là pour ne pas faire venir, encore une fois, les étudiants sur le campus pour rien. Donc, on n'est pas habitué de faire ça. On est habitué de travailler dans un système où les étudiants sont là régulièrement, pratiquement tous les jours. Donc, ça demande une plus grande coordination entre l'association étudiante, l'administration facultaire et les enseignants pour s'assurer qu'on profite de la présence des étudiants sur le campus. Merci, Pierre. Monsieur Martin Proux, je vais activer votre micro. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon, merci. D'abord, merci de votre présence et d'aborder ce sujet-là. Vous avez soulevé l'un et l'autre plusieurs aspects là, qui vont représenter des défis et comme vous l'avez souligné, M. Larouche, on part d'une approche qui était ancestrale dans nos façons de faire et on a dû, au cours de la session de printemps, s'adapter en quelques jours pour passer du mode présentiel au mode non présentiel. On a dû chacun de nous apprendre beaucoup. J'ai deux grandes préoccupations. Là, ça fait notre deuxième journée de formation qu'on a avec le CPU. On a beaucoup apporté de
d'informations sur le plan technique, sur le plan technologique pour mieux nous outiller, pour mieux nous préparer. On ne peut aborder la dimension humaine et ce que vous abordez un peu aujourd'hui. Vous l'avez effleuré de différentes façons, l'inquiétude des étudiants, leurs préoccupations lors de leur arrivée, tout ça. Moi, la dernière session, je suis chargé de cours d'abord. La dernière session, j'ai commencé la session en face à face avec mes étudiants. Alors, évidemment, quand on est passé en mode non présentiel, il y avait déjà un contact, il y avait déjà une crédibilité, il y avait déjà une familiarité qui s'était établie entre le prof et les étudiants, mais entre les étudiants entre eux aussi. Là, moi, ma préoccupation, ce que je réfléchis depuis quelques jours, c'est comment on va bâtir tout ça ensemble, en ligne, avec une non-présence visuelle dans le sens qu'on ne se verra pas tous les uns les autres nécessairement. On n'aura pas un contact direct entre nous non plus. Vous avez parlé, Mme Verdi, de l'activité brise-glace. Bon, qu'est-ce que seront nos outils pour aider ces étudiants-là à créer le climat dont on parlait tantôt? Et vous parliez, M. Larouche, de l'importance des relations, du réseau et des contacts entre eux. Comment on va amorcer ça pour créer un climat qui soit dynamique et intéressant pour les autres, stimulant aussi? Oui. Oui, allez-y, vas-y, Pierre. J'allais dire, la première chose qui est claire, je pense, pour tous, c'est qu'il faut oublier ce qui s'est passé en mars, avril. Comme vous le mentionniez si bien, on était en urgence. On avait déjà eu 8 ou 9 semaines avec les étudiants, puis tout le monde avait des attentes assez limitées, là. On savait que ça s'est passé très vite, il a fallu apprendre un paquet de nouvelles choses. Cet automne, ça va être différent. On voit déjà la session d'été nous donne un peu une idée de ce qui arrive cet automne. Je crois que les étudiants vont continuer à être un peu indulgents. C'est certain que la technologie ne fonctionnera pas toujours, il va y avoir des erreurs, mais on part à distance du début jusqu'à la fin. Espérons peut-être à la fin qu'on aura plus de présentiel. Donc, les attentes doivent être visées, doivent être différentes. On ne peut pas se fier à l'expérience du printemps nécessairement. Maintenant, comment essayer de créer une communauté au sein des étudiants? Il va y avoir les incidents de présentiel, ça et là. Puis l'autre chose, je pense, c'est d'utiliser des formules qu'on utilisait moins parce que justement, en salle de cours, c'était moins évident. Mais par contre, le travail en équipe, en utilisant les salles d'équipe de Zoom, est en fait plus facile à faire pour autant que on scinde le groupe en équipe, ils se retrouvent dans leur propre salle, puis ça parle. Je l'ai essayé avec des collègues, puis les collègues l'ont essayé dans leur cours, ça fonctionne assez bien. Ça permet de rencontrer 4, 5, 6 autres étudiants pendant une dizaine de minutes, disons 10-15 minutes. Ensuite, la prochaine fois, on rebrasse les cartes, on va rencontrer d'autres étudiants, puis ça va être un travail de plus longue haleine, mais en principe, les étudiants devraient commencer à se connaître les uns les autres comme ça. L'autre enjeu, si vous me permettez, Farzin, c'est compte tenu de toutes les préoccupations qu'on aura justement et les dynamiques qu'on devra amener avec ces différents outils-là, on va devoir tronquer, à mon sens, une grosse partie de la matière qu'on enseigne normalement. Puis on en parlait dans d'autres séances, c'est-à-dire qu'une des recommandations qui est faite, c'est de diminuer la matière enseignée pour accroître la qualité d'enseignement. Mais l'arbitrage qu'on doit faire avec ça, là, j'ai l'impression qu'on est laissé un peu à nous-mêmes là, par rapport à ça. Est-ce que il y aura quand même des directives qui vont être émises normalement par les départements ou si je me sens un peu dans le flou là? Très bonne question, Martin. Pierre ou Julie, est-ce que l'enseignant peut envisager ne pas aborder tout le contenu peut-être qui est déjà indiqué dans le plan de cours cadre? Est-ce qu'il faut attendre les directives des directions sur ce sujet? Oui. En fait, je peux parler dans le cas spécifique du droit. Les autres matières fonctionnent
pas nécessairement de la même manière, mais il y a eu de toute façon une inflation énorme du contenu depuis 20 ou 30 ans. Je pense que nous pouvons tous et toutes nous en apercevoir en tant que citoyens. Il y a plus de droits. Et les collègues ont eu tendance à en mettre de plus en plus dans les cours. Donc, en fait, c'est pas une si mauvaise idée. Puis c'est quelque chose qu'on voulait faire de toute façon, c'est se pencher sur peut-être la matière, la nécessité d'élaguer un peu les cours. Puis c'est la consigne qui est donnée dans les circonstances. C'est le moment de penser justement qu'est-ce qu'on peut laisser tomber, qu'est-ce que les étudiants peuvent apprendre par eux-mêmes. Je pense que le maître mot, c'est justement favoriser l'apprentissage des étudiants, leur montrer comment aller chercher les choses eux-mêmes. Puis c'était une tendance, disons, dans l'enseignement du droit, d'essayer de diminuer le contenu puis d'améliorer la capacité des étudiants à continuer leur apprentissage parce que non seulement il y a de plus en plus de droits, mais ils changent de plus en plus vite. Donc, Merci. Pierre, il y avait encore 3 mains levées et une question. Donc, je voulais vraiment donner la parole aussi à nos participants. Il y avait une question dans les questions-réponses, je me suis engagé à vous la poser. Qu'en est-il de la transition des études du premier cycle vers les études de deuxième cycle? Un étudiant qui vient d'entrer au deuxième cycle, je pense qu'on avait déjà abordé cette question quelque part. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers avec ce type d'étudiant? Oui, bien, en fait, c'est ça, vraiment, nous, à court terme, on s'est vraiment plus penché sur la nouveauté universitaire. Puis là, Pierre, tu me corrigeras là, s'il y a des choses à rajouter. En fait, il y a toujours la même question qui est de l'explicitation aussi, encore une fois, de ce que l'étudiant, qu'est-ce qu'on attend de lui. Toute la portion là, de s'approprier la culture universitaire puis tout ça, elle va être moins grande que cette transition-là, mais la transition existe encore. Là. Encore une fois, c'est de voir les points de rupture entre, donc, regarder, faire une analyse de c'est quoi la différence qu'on leur demande. Qu'est-ce qui change entre le baccalauréat puis par exemple, la maîtrise ou le doctorat, là. Puis encore une fois, ça devient tellement des automatismes qu'on le fait, puis parce que vous enseignez à des cours de centaines d'étudiants, puis vous accompagnez des étudiants, mais pas de se rappeler qu'eux, c'est une fois dans leur vie, une fois qu'ils vont commencer leur maîtrise, une fois qu'ils vont commencer un doctorat, puis ça va être écrit dans leur livre à vie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres trucs, là, Pierre, qui peut-être plus... Pour nous, le problème des études supérieures, encore une fois, je pense qu'on le partage avec d'autres facultés, c'est un niveau où il y a beaucoup plus d'étudiants étrangers. Et là, il y a vraiment des problèmes spécifiques parce que compte tenu des décisions qui ont été prises pour le semestre d'automne où tout en principe va être offert à distance, il y a plusieurs étudiants étrangers qui vont rester chez eux. Et ça, bon, on doit les accommoder dans ce contexte-là à l'automne, mais ça pose vraiment un problème à plus long terme, là, surtout pour un programme de maîtrise qui se déroule sur un an et demi. Il y a la possibilité que certains étudiants restent chez eux durant toute la durée du programme si on ne peut pas revenir en présentiel assez rapidement. Puis ça pose des enjeux sérieux. Puis au doctorat, ça pose la possibilité qu'un étudiant soit inscrit au doctorat sans jamais venir chez nous. Encore une fois, à long terme, c'est un problème. Très bien, merci. Je donne la parole à Madame Caron. Oui, voilà. Oui, bonjour. D'abord, merci pour la présentation. Alors, je ne sais pas si tous mes étudiants seront de nouveaux étudiants en première année, mais ils seront probablement de nouveaux avec l'enseignement à distance. Et je trouve que ça pose 3 défis. Il faut que nous, on adapte nos cours à cette formation à distance. Il faut également que, comme enseignant, on apprenne à utiliser tous les outils extraordinaires qui sont mis à notre disposition. Moi, j'en suis à mon 5e webinaire aujourd'hui. Vous dire l'épaisseur de mon cerveau. Et ce que j'ai appris en début d'après-midi, c'est que je devrais également être responsable de former les étudiants à l'utilisation d'outils que je suis certaine de ne pas vraiment posséder là. Que je suis en train d'apprendre. Alors, je me demandais, est-ce que le CPU pourrait produire un outil qu'il enverrait à tous les départements en suggérant fortement d'appuyer les enseignants et
de créer aussi un outil pour les étudiants et les étudiantes. Parce que si on laisse le choix à chaque département, quel niveau de formation va donner chaque département et comment nous, on va se débrouiller à l'intérieur de ça. Je ne sais pas si ma question est claire. Pour le CPU, ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, nous sommes maintenant à notre première école d'été, mais il y a eu une série de formations avant cette école. Donc, les outils qui sont disponibles et les webinaires qui sont disponibles sur l'utilisation des outils sur le site de CPU. Ça, c'est le premier point. Maintenant, ce qui concerne les étudiants, c'est que il y a, par exemple, pour Zoom, il y a le guide Zoom participant, il y a le guide Zoom enseignant qui sont également disponibles. Donc, il y a vraiment une panoplie d'outils et de guides qui sont disponibles et pour les enseignants et pour les étudiants. Alors, si c'est une première expérience à l'automne, c'est sûr que ça nécessite une adaptation de la part des étudiants et des enseignants. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée, par exemple, quand on veut mettre à l'essai une activité, de faire cette activité de façon beaucoup plus formative, comme un entraînement pour les étudiants, pour qu'ils commencent à familiariser comment on travaille avec un outil, etc. Mais pour l'enseignant aussi, pour tester son degré d'aisance avec cet outil ou s'il y a des problèmes dans sa démarche de mise en application de cet outil-là. Mais soyez rassurés que vraiment, ici au CPU, notre objectif est de fournir les outils et les guides, je dirais vraiment le soutien nécessaire auprès des enseignants pour les aider dans cette démarche-là. Et encore une fois, le service aux étudiants est vraiment aussi un endroit où est-ce que les étudiants peuvent trouver de l'information. Qu'un enseignant peut trouver de l'information pour accompagner un étudiant aussi. On est déjà rendu à la fin de donner... Oui, Pierre, allez-y. J'allais ajouter qu'il me semble effectivement que ça ne devrait pas être la tâche de l'enseignant de former les étudiants sur les outils, mais on devrait pouvoir les renvoyer à des ressources du CPU, des ressources externes en disant, écoute, va regarder ça, va faire ça. L'autre chose, c'est que oui, on ressent tous le vertige devant les moyens technologiques, mais encore une fois, il ne s'agit pas que tout le monde utilise tous les moyens technologiques, mais comme nous avons tous des approches pédagogiques différentes, c'est la nature de l'université, ben, chacun va trouver ce qu'il ou elle préfère, mais pour ça, il faut présenter l'ensemble à tout le monde. Donc, c'est malheureux qu'on doive passer par une phase de vertige avant de retomber et de reprendre l'équilibre. Ben, on a l'été pour s'y faire. Merci. De rien. Oui, Loïc, on vous écoute. Je vais vous donner la parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Les attentes étant révisées à la hausse, là, et pour diminuer mon vertige numérique, je voulais savoir si on avait des outils, par exemple, dans Studium, qui permettraient d'avoir un traitement statistique au niveau des accès aux documents, pour en particulier éviter le décrochage, enfin aider les étudiants qui sont en train de décrocher. Même chose au niveau du plagiat, je voulais savoir si l'université avait investi dans des outils de contrôle de plagiat. Et puis, tout ça me fait penser à une chose, c'est que moi, je m'investis beaucoup actuellement, je suis juste chargé de cours, mais quand je vois les heures de travail que ça me donne, et le fait aussi que je vais peut-être devoir donner 3 à 4 cours différents à la rentrée, là, je ne vois pas trop ce qui va se passer en termes de... Je ne sais même pas si j'en aurai assez de mes 24 heures par jour là, pour réussir à préparer tout ça. Et ça me fait penser aussi au fait, je ne sais pas s'il y a des discussions là-dessus au niveau de l'université, mais en termes de revenus, en termes de rémunération, est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a quelque chose sur la table? Pour la dernière question, malheureusement, on n'est pas en mesure de vous répondre. Parce que ce sont des discussions strictement administratives. Okay. En ce qui concerne le plagiat, demain, il y aura un webinaire à 11 h avec mon collègue Frédéric Lapointe où il va aborder cette question de plagiat et puis les options institutionnelles. Donc, il va parler de surveillance de l'examen, etc.
OK. Et puis, en ce qui concerne Estudium, je vais faire rapidement. Vous pouvez extraire des rapports sur Estudium en ce qui concerne les activités des étudiants dans un cours. Donc, leur connexion, leur consultation des documents, etc. Donc Maintenant, ça, c'est les anciens outils qui étaient déjà présents. Il n'y a pas de nouveaux outils qui ont été mis en place, plus efficaces, etc. En fait, C'est les les anciens outils qu'on avait déjà, c'est ça? Oui, exactement. Mais ce sont les outils qui sont quand même assez efficaces, qui peuvent vous donner un portrait quand même intéressant de l'engagement de l'étudiant dans le cours. Donc, vraiment, les rapports sur Estudium, ça peut vous donner de précieuses informations sur la participation des étudiants. OK. Merci. Alors, la dernière question, et avec ça, on va clore notre table ronde. Monsieur Christian Léger, je vais vous donner la parole. Oui, merci de me permettre de poser cette question-là. J'en aurais eu deux, mais je vais me concentrer sur une. Monsieur Larouche, vous avez parlé à quelques reprises de mode multimodal où les étudiants viendraient, disons, 4 semaines pour suivre le cours. Maintenant, il faut que le cours soit disponible pour les autres soit en synchrone ou en asynchrone. Comment est-ce que c'est supposé de fonctionner, ça? Oui, ça c'est une bonne question parce que c'est un nouveau mode là, que nous allons utiliser cet automne. Je pense qu'il y a beaucoup de manières de le faire fonctionner. L'idée, c'est que le cours est donné simultanément en présentiel pour une partie du groupe et à distance pour l'autre partie. Donc, le défi, d'après moi, c'est de garder l'œil sur les deux composantes, les deux modes en même temps. Moi, je suggère à mes collègues de ne pas faire juste du présentiel avec une caméra, mais en fait, peut-être que le cours, au lieu de prendre 3 heures, va être réduit à 2 heures pour ménager les énergies de ceux qui sont à distance. On va faire une pause pour faire du travail en équipe. Disons, on fait des équipes sur Zoom, puis ceux qui sont dans la classe, on les sépare en 3 équipes, quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça va être un mélange du rythme, disons, de l'enseignement à distance avec le feeling du présentiel pour ceux qui sont là. Mais ça reste à explorer parce que c'est la première fois, à moins que je me trompe, c'est un mode qui est nouveau pour cet automne. Écoutez, on a déjà dépassé de 9 minutes notre table ronde. Je remercie chaleureusement Madame Julie Verdi et Monsieur Pierre Larouche d'avoir participé à cette table ronde et de nous avoir, donné des conseils fort intéressants sur l'intégration des étudiants de première année, première session. Alors, je vous souhaite un excellent après-midi et je vous rappelle que demain, nous allons avoir notre journée pédagogique portante sur l'évaluation à distance. Donc, au plaisir de vous y retrouver. À demain.